Pour gagner une Coupe du Monde, t'as pas besoin de 64 joueurs, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, T'as besoin de c'est sûr. 30 bons joueurs qui doivent jouer tout le temps ensemble. Tu sais, des fois, c'est bien beau de dire, ouais, c'est bien, on va découvrir des pépites et des pépites, mais c'est pas avec des pépites que tu gagnes une Coupe du Monde. Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show. Ouh, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver pour l'épisode 63 du Rugby Show. La semaine 8 du top 14, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, nous sommes là pour en débriefer. Ah non, c'est vrai que vous n'êtes pas des auditeurs mais des écouteurs. Alors, chers écouteurs, pas de panique, nous sommes là pour parler rugby avec vous. Au programme de cet épisode, on va parler de l'arrivée du rugby féminin sur Canal+, des déclarations choc de O'Connor. On se demandera si cette tournée française a un sens autour d'un débat qui opposera Elios à Thomas. On se projettera sur le choc Perpignan-Vannes du bas de tableau de la semaine prochaine. Et enfin, la dernière chronique vous rappellera pourquoi Berton, on l'aime quand même bien ce con. Autour de la table, des visages familiers et des sourires. Et on commence avec toi, Berton, justement. Comment tu vas, mon gars? Bah, franchement, ça va très bien d'un point de vue personnel, mais beaucoup de moins avec mon équipe de bibin nul, quoi. Du coup, j'ai décidé de demander à Urios de priver les joueurs de Truffade. De Ouais, Truffade le le Truffade. lundi matin, le mardi matin, le mercredi matin. Voilà. Et Victor, je Leur crois que faire plaisir. t'as été reconnu dans la rue aujourd'hui. Bah, incroyable, un auditeur du Rugby Show dans un restaurant qui est venu me saluer et que tu avais connu Ouais, à un absolument. mariage juste avant. Ah, le truc improbable. On l'embrasse. Improbable. Baptiste, Ouais. on t'embrasse. On pense à toi. Moi, malheureusement, je ne jouis pas de la même notoriété que Victor, on m'a pas reconnu dans la rue. Mais par contre, j'en profite pour faire une annonce. Je suis de retour sur les terrains de France et de Navarre à partir du mois de janvier. Donc si des clubs ça peut commencer de Régional 3 jusqu'à Fédéral 1 cherchent un deuxième centre, un numéro 13, voilà, j'ai repris la salle, j'ai repris les protes. Je suis gainé comme pas deux, donc n'hésitez pas à m'appeler. Ça vous promet. Fédéral 1. Ok, on pensera à toi pour les clubs de Top Fédéral. 14 aussi. Enfin, bon. Et enfin, Thomas autour de cette table avec le plus beau des sourires, le plus grand champion. Comment ça va, mon Thomas? C'est dur le changement d'heure, tu rentres vraiment dans l'hiver, mais ça veut aussi dire l'arrivée de la tournée Ouais. d'automne pour réchauffer nos cœurs. Ah là là, et on va se Pourquoi? réchauffer. Vous pouvez compter sur nous pour vous réchauffer dans cet épisode qui s'annonce déjà bouillant. Je vous sens de très bonne humeur. Et je vous propose qu'on commence tout de suite, les gars, avec le chiffre du jour. C'est parti, jingle. Ok. Je répète. Bonjour, c'est Christophe Urios. J'ai un message pour toi avant de continuer l'émission. Si t'es chaud, abonne-toi. Et si t'es froid, prends un pull et abonne-toi et va allumer le barbecue. Le chiffre du jour, messieurs, c'est 48 000. Il y a aujourd'hui en France 48 000 femmes licenciées en rugby. La croissance du rugby féminin est exponentielle depuis 3 ans et le but est d'atteindre les 100 000 licenciés en 2033, donc dans moins de 10 ans. Pour répondre à cette hausse de l'intérêt, Canal Plus Sport va diffuser certains matchs sélectionnés de l'élite 1, le championnat de rugby féminin. Le premier match diffusé sera l'affiche ASM Bordeaux. Je crois que c'est samedi prochain à 16h45. Et ça suivra justement le choc de top 14 ASM UBB qui aura lieu lui Ah, à 14h30. Donc, je souhaitais énorme. en parler avec vous parce que c'est un pas vers un monde plus accessible dans le rugby moderne. On ne peut que se féliciter d'avoir enfin le championnat féminin sur Canal+. J'ai pas eu l'occasion dans ma vie de regarder hyper souvent du rugby féminin à la télé, si ce n'est du rugby sevens. Ce qui est cool avec le sevens, c'est que c'est hyper inclusif. T'as le même jour des équipes, un match femme, un match homme, ça alterne hyper rapidement. Et là, le fait de pouvoir le voir à la télé, c'est un énorme coup de projecteur. Ouais, et c'est trop bien, d'autant plus que, par exemple, tu vois, Florian Grill, le président de la Fédé, il rappelait la semaine dernière que le rugby, c'est le deuxième sport le plus médiatisé en France, et que en termes de licenciés, par contre, c'est que le dixième sport. Derrière, il l'a précisé exactement, derrière le canoë-kayak, tu vois. Donc, non, mais ouais, en termes de licenciés. Mais tu vois, c'est pour dire que je pense quand même que, entre guillemets, l'adhésion, le fait qu'il y ait plus de licenciés, ça passera par la télé. Et c'est sûr que ça donnera envie à plein de jeunes filles, à plein de jeunes femmes de se mettre au rugby. Et 48 000, c'est déjà un chiffre relativement conséquent. Je ne pensais pas que c'était autant. Et comme tu l'as dit, Thomas, honnêtement, ces dernières années, je trouve que ça a bien progressé au niveau professionnel. On ne sait pas au niveau amateur, parce que j'ai pas eu la chance ou l'opportunité d'assister à des matchs, mais ça progresse bien. Donc c'est dans la bonne direction. C'est plutôt une bonne nouvelle, je pense.
J'ai quand même envie de rebondir sur canoë-kayak parce que j'ai appris un truc de fou cette semaine. Tony Estanguet. Un joueur de rugby, c'est un rugbyman. Un joueur de foot, c'est un footballeur. Comment est-ce qu'on appelle un pratiquant de canoë-kayak? Un kayakiste. N'importe quoi, mec. Évidemment que c'est pas ça, sinon je poserais pas la question. Bah, c'est un kayakiste. Non. Un canoë kayakiste. Ouais, c'est ça. Non, on dit un séiste. Voilà. Petite culture générale. On dit un séiste. D'accord, Donc, d'accord. Intéressant, intéressant. Et moi, j'ai une petite question pour Victor, du coup, toi qui habites à Clermont, est-ce que tu assisteras à cette grande première historique? Bah, vous savez, j'ai reçu un petit mail parce qu'on est partenaire du club, nous, avec notre société. Et du coup, bah, j'ai reçu un mail. Le match va être à guichet fermé. Et donc, c'est assez là incroyable là. parce que ça fait un moment que le Michelin, il n'était pas à guichet fermé, qu'on arrivait à peine à avoir 13 000 pauvres Ah ouais? supporters qui venaient au stade. Et là, plus de 19 000 places, le stade va être plein et ça va être Incroyable. une vraie fête du rugby autour du Michelin. Et je trouve ça beau que Canal+ le mette en avant et pas simplement que le match des hommes. Sachant Totalement qu'en d'accord. plus, ASM Bordeaux, ça a été, si je La me finale, c'est ça, rappelle non? bien, la finale l'année dernière. Ouais. J'allais dire, ouais. Ouais, Ouais. c'est les deux plus grosses équipes, donc bon, c'est pas étonnant qu'ils ciblent le plus gros match pour commencer une première à la télé, hein. Ouais, mais il y en aura pas qu'un. Bah, on imagine Non, bien. ils vont sélectionner les meilleures affiches, je crois, hein, c'est ça. Mm. Le sujet, ils sélectionnent les bonnes affiches pour les passer à la télé. En tout cas, on se félicite de ça et on remercie Canal+ d'être partenaire de l'amour du rugby depuis maintenant des années. Je connais plusieurs joueuses, tu vois, à l'AS Romagna, dont Jessie Trémoulière et autres, qui est agricultrice, tu vois, donc je connais bien en travaillant au sommet de l'élevage, donc on la voit tout le temps. C'est une vraie professionnelle, mais c'est encore très loin du professionnalisme. Les vrai, joueuses sont obligées de travailler constamment à côté. Enfin, tu peux pas être engagé à 100% auprès de ton sport. Complètement. Voilà. Et on espère que la diffusion de ces matchs va permettre justement de les professionnaliser, que l'engouement va se faire et que surtout l'objectif de licence va être atteint chez les femmes. 100 000 licences en 2033, c'est un Bien gros sûr. objectif que s'est Ouais. fixé la fédération. Et ben, on espère que Florian Grill, tout juste réélu, va pouvoir pour une fois atteindre ses objectifs. T'as les chiffres des hommes Messieurs, ou pas pour comparer? j'ai pas les chiffres des hommes malheureusement. C'est 350 000 ou un truc comme ça, Ouais, licenciés. c'est C'est pas Ouais. si énorme que ça en plus. Hein. C'est pas. Non. Comparé aux Anglais, c'est pas terrible. Ouais. Les gars, il ne faut pas qu'on déborde trop sur cette chronique parce qu'on a beaucoup d'autres sujets à aborder et je vous propose qu'on passe d'ailleurs tout de suite au vrai ou chaud avec Thomas. C'est parti, jingle. Mes amis, c'est l'heure du vrai ou chaud, la seule chronique en qui vous devez avoir confiance dans votre quête de vérité. Plusieurs équipes se sont fait humilier ce week-end. Hier soir, Toulouse inscrivait presque 60 points contre Toulon. La Rochelle est repartie Fanny de Montpellier. Et Clermont a encore une fois fait le voyage à vide à l'extérieur. Défaite 36-6 contre le Stade Français. Alors pour lancer la chronique, comme d'habitude, une anecdote qui est peut-être vraie ou peut-être fausse. Marvin O'Connor, un ancien joueur clermontois, aurait déclaré à l'issue de la rencontre Stade Français-Clermont: il n'y a pas un seul de tes super soldats qui peut te piffrer, trou de balle, en parlant de Christophe Furios. C'est possible ça? Ah, j'adore. Déjà, je pense qu'il faut rappeler à nos auditeurs qui est ce jeune homme, ce jeune Marvin O'Connor. C'est un ancien joueur, si je ne m'abuse, de l'ASM, c'est ça? Il n'a pas joué un seul match l'année dernière à Clermont. Ouais, je crois que Christophe Furios l'a mis sur la petite banquette pendant, je crois, 1 an et demi, alors qu'il jouait il jouait quelques minutes avant l'arrivée d'Urios et du jour au lendemain, il a été foutu au placard. Donc visiblement, il l'avait un peu mauvaise. Après, quels sont le contenu de ses propos, je ne les connais pas. Bah, moi, je les connais. Hein. J'ai envie de vous dire que c'est méga vrai. Attends, t'étais avec lui? T'étais avec lui au moment où il a écrit le tweet? Honnêtement, j'osais croire qu'il s'était fait pirater son compte. Puis après, c'est quand tu vois, il y en a un qui lui a dit Marvin, de toute façon, tu fais pas 3 secondes dans un octogone face à Urios. Il a répondu: et ce plat de béchamel non plus.
Voilà. Donc, là, j'ai compris qu'en fait, le mec était méga rebou, avait un peu de répartie et on avait beaucoup sur la, sur la patate, je pense. Ouais, en entier, la déclaration, ça donne ça. Belle perf, font Christophe encore. 450 points encaissés à l'extérieur et tu prolonges. T'es un génie. T'as l'air de vraiment embarquer tout le monde, Einstein. Suivi de la petite pique avec qui finissait par trop de balles. Oh, non, mais Ouais. c'est un malade en vrai. C'est un grand malade. Urios, En il a vrai. réagi ou pas? Clermont a réagi. Non. Je Ouais, pense son que- président ouais. le président Ils l'a ont dit quoi, défendu. Le président a défendu en disant que c'était les propos d'un joueur frustré et que personne était en droit d'insulter l'institution ou les membres du club. Ce qui est vrai en soi. Je pense qu'il a des raisons de lui en vouloir. Il y a beaucoup de joueurs qui lui en veulent. Tu vois, par exemple, les Woki, les Jalibert à l'époque où il était encore à Bordeaux. Je pense qu'ils l'ont bien mauvaise sur Urios et je pense qu'il fait pas du tout l'unanimité. Mais bon, de là à être bourré à minuit et demi après 3 quilles de rosé, à sortir son téléphone pour insulter l'autre nulard de gros sac, est-ce que c'est la bonne solution? Certainement pas, tu vois. C'est pas rugby, mais je pense que vous en C'est pensez. pas rugby, c'est pas du tout rugby. Surtout sur Twitter, frère. Ouais, Ouais, c'est c'est trop ça. moche. C'est trop Il moche. aurait dû le faire en live sur Periscope. Ouais. Bon, ceci dit, Non. il y a une part de vérité sur le 450 points encaissés à l'extérieur et la prolongation. Christophe Furios vient de prolonger jusqu'en de 2 saisons plus une en option à Clermont. Et c'est vrai que là, ça marque des points à domicile, mais à l'extérieur, c'est pas encore ça. Ouais, C'est après, vrai, mais en même temps, ça aurait été horrible de voir Christophe Furios sortir. Pour moi, il est tellement essentiel dans le paysage du rugby des entraîneurs, avec Ouais, toutes mais- ses déclarations et avec tout ce qu'il nous fait au quotidien. Moi, je suis trop content qu'il prolonge. Je vois pas où il allait sinon. Ouais, mais toi tu dis pas ça pour vanter sa qualité d'entraîneur ou sa qualité de technicien. Tu dis juste ça parce que t'aimes bien faire des reels et des Non. génériques avec sa gueule et sa voix, c'est tout. Bah ouais, je dis ça parce que moi j'ai envie de rendre le rugby accessible et que c'est quand même un mec qui rend le rugby vachement accessible. Les gens ils adorent regarder les vidéos d'Urios. Ouais. Il y a plein Après, de si gens tu qui veux, savent pas et qui moi, c'est, si mais qui tu veux, l'adorent. je te propose un truc. On t'échange Hugo Melon contre Christophe Truffade, si tu veux. Non, mais Après, honnêtement, vous êtes dur avec Urios. À Bordeaux, l'année du Covid, il faisait un début de saison qui était ouf. On s'est tous dit à tout moment Bordeaux va faire quelque chose. À Castres, ça a été un gros entraîneur. Quoi, Ouais, c'est vrai. vous l'aimez plus parce qu'il fait des mauvaises saisons à Clermont. Moi, est-ce que c'est Urios le problème? Ouais, Victor, mais il n'y a pas le choix en fait. Tu n'avais pas le choix de assainir le club. Tu vois, le club était carrément déficitaire de 6 millions. Enfin, il allait pas du tout bien. Il pouvait être même relégué très très rapidement. Ah ouais. Enfin, c'était dans une catastrophe. Il a viré plein de joueurs, il a viré plein de staff. Il fait un travail de fond. Il a relancé un peu l'académie de rugby avec le One ASM et autres. Donc, il a structuré le club. Et là, tu peux pas dire, tiens, allez, je viens de virer tout le monde. Et puis maintenant, allez, on vire même l'entraîneur qui a viré tout le monde. Ouais. Tu peux pas, non. Tu es obligé de d'accord. t'engager sur de la durée. Enfin, une reconstruction, ça se fait avec Ouais. du temps. Donc, tu étais obligé de le prolonger. Par contre, c'est sûr qu'il y a beaucoup de supporters qui l'ont mauvaise. Honnêtement, tu prolonges le mec. Et là, à l'extérieur, on vient de prendre 4 énormes branlées d'affilée. Enfin, tu vois, Ouais. et à domicile, on a à peine gagné, mais c'est Bayonne, Pau et Vannes. Enfin, tu vois, c'est pas. Et contre Toulon, c'était très très difficile. On gagne d'un point et on aurait dû perdre. Hein, si l'arbitre n'avait pas été un peu gentil, tu vois. Ah, bah, Mais en parlant de branler, ça doit faire quand même bizarre pour ces joueurs qui, bon, il n'y a pas beaucoup de Clermontois qui montent à Marcoussis, mais de se faire ouvrir en deux le week-end, et puis après tu montes à Marcoussis, et tu dois vous voyez les mecs qui viennent te marcher dessus. Genre, ils vous voient Antoine Dupont ce soir. Ouais, après l'avantage c'est qu'il y a aucun Clermontois qui va croiser qui que ce soit à Marcoussis, étant donné qu'il n'y en a pas un seul qui est sélectionné. Régis dans le Montagne, Stade de France. monsieur. Ah, il l'attendait, il l'avait préparé. S'il te plaît. Ouais, mais Régis, Pied droit qui remplace au pied levé Uni Antonio et Sipili Falatea blessé. C'est vrai que toute notre première ligne est blessée. Enfin bref, on a beaucoup parlé des bleus là. J'ai hâte du débat. Ouais, peut-être qu'on va enchaîner les gars parce qu'on a un débat qui va être très très long, qui s'annonce pimenté. Notamment Elios qui nous dit que ça fait une semaine qu'il travaille son petit 2 semaines. Donc il est très attendu ce soir. Merci Thomas d'avoir encore fait un peu le ménage entre le vrai et le faux. On se perdait un peu dans ce monde complexe du top 14. Merci d'être le phare de nos quotidiens. Je vous propose qu'on passe tout de suite les gars au débat du Rugby Show, le débat le plus chaud de France. C'est parti, jingle.
Cette tournée, messieurs, elle suscite des débats. Et d'ailleurs, on vous a posé la question sur notre Instagram ce matin. Quel est le joueur que vous avez hâte de retrouver en équipe de France? Alors, on a vu des gens qui vont attendre encore un moment, notamment Lucas qui a hâte de retrouver Scott Spedding ou Pilou qui veut voir Urios en 15. Et de façon plus réaliste, on a évidemment Paul Coste en tête des classements, Tatafou et Buros. La question du jour, la question qu'on se pose dans le Rugby Show, je sens qu'elle va faire pleurer un petit peu sur YouTube et à tous ceux qui vont voir la cover. Cette tournée a-t-elle un intérêt? Est-ce que la tournée de l'équipe de France a un intérêt? C'est la question du jour, c'est le débat du jour et c'est Elios qui commence aujourd'hui avec le non. Évidemment, la tournée n'a pas d'intérêt. Elios, c'est quand tu veux. Pour moi, la tournée du 15 de France cet automne n'a aucun intérêt. Premièrement, après 9 journées de top 14, on constate de nombreuses blessures, comme par exemple des joueurs premium comme Ntamak ou De Porter. Ces absences nous empêcheront d'aborder cette tournée dans les meilleures conditions, surtout avec un calendrier surchargé. Ensuite, la structure de cette tournée semble mal pensée. On débute avec le Japon, seulement 14e nation au classement World Rugby. On enchaîne ensuite avec la meilleure équipe du monde, la Nouvelle-Zélande, pour finir avec une équipe qu'on a l'habitude de battre, une équipe inconstante d'Argentine. Ce calendrier ne nous permet pas de monter en puissance, d'autant plus que l'Argentine ne sera probablement pas l'adversaire principal dans les années à venir. Enfin, notre objectif premier est de gagner le tournoi Destination 2025 et surtout d'être champion du monde en 2027. Pour s'y préparer, nous devons être habitués à affronter et à battre les meilleures équipes du monde. Une tournée avec des confrontations face à l'Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande aurait été plus bénéfique pour les ambitions du 15 de France. Ce n'est pas en affrontant le Japon et l'Argentine qu'on se prépare à devenir champion du monde en 2027. Voilà. Je sais pas si j'ai duré 1 minute 30 ou 4 minutes 12, mais... 4 minutes 12, pile. Ok, super. C'est Thomas qui va te répondre et qui va t'affronter dans ce duel. Thomas, je sais que tu es prêt, ça se voit dans tes yeux, ça pétille d'intelligence, c'est quand tu veux. Chaque année, l'équipe de France dispute 11 matchs internationaux. 3 matchs sont disputés pendant l'été, sans les premiums, 5 matchs pendant les 6 nations et 3 pendant cette tournée d'automne. En plus d'être une des seules occasions de l'année de générer de l'expérience collective, c'est la seule fois où l'on peut se fréter aux nations du Sud avec nos meilleurs éléments. Cet automne, autant vous dire que l'enjeu est de taille. Nous jouons contre l'Argentine et les All Blacks, autrement dit 2 des 3 meilleures éques de l'hémisphère Sud. Non, mais toi, t'en penses quoi, Clément? T'en penses quoi? J'ai rien compris à ce que tu as dit, tu peux répéter? Je me suis emballé, je vais réitérer. Moi, j'en pense, je suis un peu partagé. Je suis d'accord que cette tournée, et notamment commencer par un match avec le Japon, ça me fait pas forcément rêver. Maintenant, je pense que c'est important pour le rugby français de retrouver un engouement autour de l'équipe nationale après ce qui s'est passé cet été. Je pense qu'on a tous, besoin de retrouver l'équipe de France avec une bonne énergie et sans troisième mi-temps qui dérape, sans coup de casque. Donc voilà, je suis assez content de retrouver les Bleus. Bah, honnêtement, quand tu vois les blessés qu'on a et l'équipe qu'on va certainement aligner, je trouve que c'est plutôt pas mal qu'on commence par le Japon parce qu'on aurait pu prendre une belle déconvenue d'entrée si on avait affronté une plus grosse équipe, quoi. On se transcende toujours pendant ces matchs. Franchement, moi je prends on prend aucune déconvenue pendant cette tournée. Attends ma chronique de la semaine prochaine. Et toi, Berton, t'en penses quoi? Alors moi, je pense que c'est hyper important d'avoir... Je trouve que même, on fait pas assez de matchs. 11 matchs dans une année pour former une équipe, c'est difficile. Hein. Je sais pas vous, mais c'est pas au bout d'11 matchs que tu as beaucoup d'automatisme. Après, je pense qu'on peut jouer directement comme on l'évoquait, directement des grandes nations. On a quand même plus de 10 joueurs qui viennent de Bordeaux, plus de 10 joueurs qui viennent de Toulouse. Enfin, il y a déjà des collectifs qui sont formés tout de même. Donc, on commence un peu plus même à tendre, je trouve, vers un peu ce principe irlandais où t'as que quelques équipes qui fournissent l'équipe nationale. Donc, moi, je suis d'accord. On devrait éviter de jouer le Japon, un peu un test qui sert à rien. C'est limite pour moi un match d'entraînement. Et on devrait affronter des équipes de notre niveau parce que il faut affronter des équipes qui sont même un peu plus fortes que toi souvent pour pouvoir progresser. Point. Il n'y a pas de miracle à... Moi, je suis d'accord. Et t'en as qui parlent du Japon en disant que c'est une mise en bouche. Je rappelle que le Japon a perdu 19-64 contre les All Blacks ce week-end. Donc,
Contre l'équipe Donc bon. B des All Blacks, hein, en plus. Hein. Ouais, ok. Bah, du coup, c'est même pas un match de c'est pas un match de préparation, quoi. Moi, juste, en fait, ce que je trouvais dommage, et ensuite Thomas, je te laisse répondre, c'est que ça monte pas crescendo. Tu vois, ils auraient pu faire un Japon, Argentine, Nouvelle-Zélande, par exemple. Là, à la limite, Clément, on aurait pu parler de regagner de la confiance petit à petit, de reconstruire un effectif après des périodes compliquées. Mais là, du coup, ça me paraît totalement incohérent, quoi. Moi, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, l'Argentine et la Nouvelle-Zélande, c'est le même niveau. Au niveau rugby, l'Argentine, ils ont battu toutes les équipes dans le Rugby Championship cet été. Ils ont battu les Sudaf. Là, la Nouvelle-Zélande a perdu 2 fois contre les Sudaf. Ils ont battu les Blacks. Ils ont battu l'Australie. Enfin bref, il y a quand même un intérêt de les jouer. Les mecs, ils ont des joueurs, ils ont quand même des joueurs, des très très bons joueurs. Ils peuvent avoir des blessés comme nous, on peut avoir des blessés. En tout cas, à part l'Afrique du Sud, il n'y avait aucune autre option. Aujourd'hui, tu peux remplacer le Japon par l'Afrique du Sud et te mettre une méga tournée, mais jouer l'Australie ou jouer le Japon, la différence, elle n'est pas monstrueuse. Et quoi qu'il arrive, tu vas jouer des équipes du Sud. Si, tu vas jouer les Fidji, mais tu vas pas jouer l'Irlande ou l'Angleterre. Enfin, il n'y a pas non plus 10 000 équipes. Ouais, je suis d'accord. Par contre, là, j'y pense, le truc qui me rend un peu dingue, en fait, c'est qu'on joue tous nos matchs avec notre équipe A, on joue tous nos matchs en Europe, en fait. On va rarement s'entraîner dans d'autres hémisphères, et ça, c'est quand même vachement emmerdant, et dans d'autres stades, surtout. Tu vois, à part les stades qu'on connaît, les stades qu'on connaît vachement. Et ça, c'est quand même se tirer une énorme balle dans le pied, hein, parce que je pensais, Thomas, aux 11 matchs, je me dis, ouais, en effet, les 3 qu'on joue en général dans l'hémisphère sud l'été, bah, en fait, tu vas souvent avec des mecs qui sont soit pas capés, soit peu capés. Ouais, pas finaliste. Pas finaliste. finaliste. Pas des plus grands clubs. Donc sauf que aller gagner les Blacks au Stade de France avec 80 000 Français dans le stade et aller gagner les Blacks en Nouvelle-Zélande ou tu vois ou en Afrique du Sud, c'est pas la même chose. Hein. Ouais, je suis d'accord. Malheureusement, notre calendrier le permet pas et ça serait un autre débat, mais c'est sûr que, enfin, aujourd'hui, on n'a pas trop le choix et à la fois, c'est cool de pouvoir lancer des nouveaux joueurs pendant ces tournées d'été. Ça permet, le jour où tu as un blessé, d'avoir quelqu'un qui a déjà un peu d'expérience qui est là et qui va pouvoir le remplacer. Ouais. Mais pour gagner une Coupe du Monde, t'as pas besoin de 64 joueurs. Quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire t'as besoin de 30 bons joueurs qui doivent jouer tout le temps ensemble. Tu sais, des fois, c'est bien beau de dire ouais, c'est bien, on va découvrir des pépites et des pépites, mais c'est pas avec des pépites que tu gagnes une Coupe du Monde. Enfin, aujourd'hui, il faut que tu aies des joueurs confirmés. Voilà. Et on a une génération pour ça. On a une génération qui était un peu des pépites il y a encore 2-3 ans, tu vois, même à la dernière. Bah oui, non, mais clairement, t'avais encore des. Tu vois, à la Coupe du Monde, on fait bien jouer des Bielbarré, des choses comme ça. Enfin, on n'arrive même pas à le dire. Ouais, et c'était une pépite. Point. Et tu vois, aujourd'hui, tu as besoin d'avoir que des joueurs comme Penaud, comme Dupont, comme Aldrit, donc une génération un peu dorée qui doit avoir l'ambition de gagner. Moi, je suis d'accord. Moi, Bertrand, juste pour rebondir rapidement, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on se cache derrière le fait qu'on a un énorme effectif au sein du top 14 et du coup au sein de l'équipe de France maintenant. Et du coup, on peut se permettre d'avoir un calendrier surchargé, d'envoyer les mecs un coup là en Argentine, faire de la figuration, un coup on va jouer une tournée d'automne un peu à moitié puisqu'on n'est pas hyper ambitieux, on va pas jouer les meilleures équipes. Je trouve qu'on peut pas tout avoir et malheureusement on se perd un peu et l'objectif principal, comme tu l'as dit, ça reste de gagner un championnat du monde. Et moi, je pense pas que ce soit la recette magique. Et bon, Thomas, tu le disais, on va pas relancer un débat beaucoup plus large, mais quand tu as un calendrier comme ça, tu peux pas, quoi qu'il arrive, je pense, dans tous les cas, aligner des équipes compétitives, t'entraîner sur le niveau international et du coup être prétendant à un titre mondial. Je suis d'accord. Moi, pour conclure là-dessus et pour reprendre la question, cette tournée a-t-elle un intérêt? Moi, je me dis quand même que l'intérêt que doit y trouver Galtier à l'automne là, et aux prochains 6 nations, c'est quand même de reconstruire un peu la confiance dans le 15 de France et un peu la discipline aussi autour de l'équipe et autour du terrain. Tu vois, ça se joue pas que sur le terrain et l'équipe de France doit être un modèle pour tous ceux qui sont licenciés et pour tous ceux qui regardent du rugby. Et je pense que c'est à ça qu'elle doit servir aussi cette tournée. Oui. On ira quand même voir tous les matchs, les 3 matchs au Stade de France. Hein, bah évidemment. On est un peu langue de pute, mais on ira voir tous les matchs. Mais est-ce que vous irez à l'après-match de France-Argentine après qu'ils aient gagné les 3? Vous en tirez avec les joueurs? Les joueurs sortent plus. Les joueurs sortent plus. J'ai peur de voir ce que vont faire les Argentins en boîte de nuit. Ils sont sous bracelet électronique tous, t'inquiète. Ouais. Merci les gars d'avoir participé à ce débat. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à la chronique la plus attendue et la plus préparée de cet épisode. C'est évidemment très préparé. Le 2 semaines aussi celle-là. De cet épisode. J'ai nommé évidemment le Paris Show. Et c'est parti, trompette.
Popcorn, c'est le ticket le moins perdant, ça c'est sûr. Mes chers confrères et amateurs de pronostics, j'espère que vous êtes bien accrochés car comme chaque semaine, je vous emmène dans le futur. Avant cela, un tout petit retour dans le passé. Je rappelle que la semaine dernière, on a essayé d'évoquer les ovnis de la liste des 42 et le seul à avoir eu une bonne prédiction se prénomme Thomas. Donc Thomas, je te félicite. En effet, Joshua Brennan fait partie de la liste. Donc je pense qu'à terme, je vais te laisser ma chronique parce que tu as l'air beaucoup plus visionnaire et tu as l'air d'être un meilleur voyant que moi. J'ai pas pris beaucoup de risques. Ouais. C'est vrai. Bon, te dis Thomas, apparemment, enfin bon, on en reparlera. Voilà, mais bon, alors on va se concentrer vers le futur, un petit voyage vers le futur, les gars, suivez-moi. On va se concentrer sur la semaine prochaine sur le seul match intéressant, puisque, on le sait, tous les internationaux seront à Marcoussis et ne seront pas sur les terrains de top 14. On va donc se concentrer sur les deux seules équipes, il y en a trois, puisqu'il y a aussi, je crois, Castres et Clermont, qui n'ont pas d'internationaux dans leur rang. Je pense bien sûr à Perpignan et à Vannes pour le choc. Le match de la peur, qu'on appelle aussi le match de la dernière chance. Et moi, je vais vous annoncer quelque chose, les gars. Je pense que c'est la dernière fois qu'on aura un tout petit peu d'espoir sur le RC Vannes. Je pense qu'ils vont prendre une branlée mémorable contre Perpignan. Je pense que c'est deux clubs qui sont pas armés pareil. Et malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas match et que c'est le début de la fin, le début de la dégringolade pour Vannes et qu'à l'issue de la trêve hivernale à la mi-saison, je pense qu'ils seront définitivement décrochés et que voilà. Leurs espoirs vont être vite enterrés. C'est ma vision. Voilà, je me suis réveillé avec ça ce matin. Je voulais lancer le débat, les gars. Est-ce que vous avez des solutions pour sauver ce club breton? Et est-ce qu'on est d'accord tous les quatre pour dire que la descente aux enfers commence ce week-end? Non, t'es un peu dur parce qu'ils viennent de gagner leur dernier match, leur deuxième match, pardon, pendant ce top 14 ce week-end chez eux contre Castres, justement, t'en parlais. Et bah, tu peux dire que l'espoir est permis. Les mecs, ils ont toujours fait bonne figure. Ils ont pas vraiment pris de branlée cette année. Ils ont quand même déjà joué Toulouse chez eux. Ils ont ramené un point de Paris. Tu vois, à Toulon, ils ont tenu une bonne partie du match. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, ils vont s'essouffler. Je pense que c'est un peu tôt dans la saison pour dire que ça va être trop tard. Surtout que tu as des équipes qui sont quand même bien pétées là pendant ce début de saison, même s'ils n'ont pas le même effectif. Tu vois des Montpellier, des Paris, des Perpignan, tu te dis bon bah là c'est le match à Perpi, ils vont y aller pour gagner hein. Ah, le couteau entre les dents, pas le choix. Victor? Ouais, après, moi, honnêtement, à la grande mêlée, je vais mettre 4 Perpignanais et peut-être même un Perpignanais capitaine, parce que je pense que Perpignan, ils vont être aussi morts de faim. Ils se disent, c'est pas tous les week-ends qu'on prend 5 points à la maison, et ils vont aussi envoyer le gros effectif. Et il faut aussi qu'ils lancent leur saison, parce qu'ils ont eu plutôt un début de saison assez mitigé, on va dire, même si là je les trouve qui montent en puissance un peu. Perpignan, on les voit même contre le Racing assez solides, même s'ils perdent. Enfin, ils font un mauvais début de match, mais sur la fin de match, ils ont fait vraiment douter le Racing à domicile. Donc je pense qu'ils vont arriver un peu confiants, un peu frustrés de leur match du Racing, et donc une bête un peu blessée, c'est toujours une bête dangereuse. Vannes, au contraire, eux viennent de gagner Castres. Castres qui a un international, qui est Gaëtan Pardo. D'ailleurs, il y en a que 3 qui n'ont pas d'internationaux. C'était, enfin, l'ASM. Bon, maintenant ils ont Régis Montagne, et sinon c'est le RC Vannes et Perpignan. Je sais même pas qui c'est Régis Montagne. Ouais, non. Si, c'est celui qui s'est fait lever en chandelle tout le match samedi soir. Bon. Ouais. Bref. Et non, mais moi je vois quand même Perpignan l'emporter largement. Moi. Ouais, moi je pense qu'après un gros marathon de 9 matchs, Perpignan, ils ont eu le temps de faire tourner, ils ont fait des impasses alors que Vannes n'a pas fait tourner du tout. Je pense que là on va voir un peu la limite du RC Vannes et d'un club à petit budget qui n'a pas forcément eu le temps de faire du gros recrutement et de prévoir un double effectif. Bon, à suivre. Ouais. Moi j'en veux quand même à Canal de pas nous mettre cette affiche un soir, soit le samedi soir, soit le dimanche soir, et nous la mettre à 16h30 un samedi, alors que c'est le seul moment où tu peux voir Vannes en prime, en disant que ça va être une grosse affiche. Toi, le samedi soir, tu préfères pas voir le stade Rochelet mettre 70 points au stade français? Non, vraiment, ça je m'en fous. Alors que ça aurait été hyper chaud pour la première fois de voir un Vannes un samedi soir. Mais bon, c'est comme ça. Je suis d'accord. C'est comme ça. On fait pas les calendriers. Merci Elios. Tu viendras rendre des comptes évidemment la semaine prochaine. Merci d'avoir été présent à cet épisode. Tu es venu que pour ça. On passe tout de suite, les gars. Tu préfères. C'est parti, trompette.
Alors, je vais essayer d'être plutôt correct cette fois-ci. Le tu préfères, ça va être plutôt encore axé un peu sur vous, un peu de tactique, un peu de technique. Donc, tu préfères, tu vois, c'est la chronique où même Toulouse préfère ne plus être favori que d'avoir à choisir. Ouais, parce que est-ce que tu préfères être l'outsider, un peu comme Bayonne, vous voyez, en ce moment, c'est l'outsider, ou tu préfères être le favori comme Toulouse, mais du coup d'avoir tout le temps un peu la pression de décevoir si jamais tu perds. Alors vous les gars, c'est quoi votre vous êtes plutôt l'outsider ou vous êtes plutôt le favori? Ah, elle est dure, hein. Je suis plutôt team outsider, personnellement. Ouais. On dit toujours que si tu fais mieux que ce qu'on attend de toi, bah on t'est satisfait. Du coup, c'est plus facile de rendre tes supporters heureux et de te satisfaire de tes résultats quand t'es outsider. Surtout que les gens peuvent un peu te sous-estimer, donc c'est toujours sympa. Tu peux créer l'exploit, quoi. Ouais, moi je suis d'accord, surtout qu'au final, Toulouse, j'ai l'impression que tout le monde fait l'impasse quand ils jouent contre eux, et du coup, ils n'ont pas forcément non plus des matchs méga excitants. Je pense à la saison dernière, je trouve que Toulouse, ils n'ont pas eu de gros chocs jusqu'aux demi-finales, finale de Bordeaux. Ah, la saison dernière? la saison dernière. Ouais. Et donc, oui, non, ils ont eu Bordeaux cette saison. Mais du coup, ouais, non, Bayonne, surtout très bel outsider. Est-ce que, Victor, tu parles de ça parce que il y a Bayonne-Toulouse dimanche soir prochain? Et ouais. Ah, ça va être fou ce match. Petit coquin. Il va être fou ce match. J'ai trop Mais hâte. après, quand t'es favori, ce qui est bien, c'est que les gens, comme tu disais, Elios, ils envoient pas leur grosse équipe et du coup, c'est plus facile de gagner les matchs parce que voilà, quand t'es Vannes, tout le monde va chez toi pour gagner et quand t'es Toulouse, tout le monde va chez toi pour prendre une branlée et c'est pas pareil dans les têtes. Ouais, niveau supporter, c'est pas pas le même spectacle Hmm. à aller voir. Et tu vois, Bayonne, qui est un club, on peut pas comparer Bayonne et Toulouse. Tu vois, Bayonne, c'est un petit club à côté, mais bon, ils ont une ferveur, un public. Enfin, c'est aussi un club de fous furieux. Donc moi, je préférais quand même être Bayonnais que d'être Toulousain. Ils en ont déjà assez des supporters. Enfin, la semaine prochaine, il va manquer quelques Toulousains à Bayonne quand même. Hein. Ouais, que 12, je crois. Que 12. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça devrait le faire. Ah, il passe quand même au révélateur parce qu'après avoir un peu rousté La Rochelle, après avoir un peu rousté, je crois que c'était qui, le Racing, Clermont. bah, là contre Toulouse, ouais, non, Clermont, c'est Clermont qui a gagné Ah, pardon, tu Bayonne, parlais de Bayonne. le premier match. Et ouais. Non, par contre, ouais, il passe au révélateur la semaine prochaine et je pense que l'outsider va se confirmer. Et Bayonne fait un très bon début de saison. Enfin, ils s'étaient mal lancés au début et là ils reviennent, mais plein badingue. Ils ont retrouvé des joueurs un peu comme Twilaghi qui sont vraiment costauds. Ils ont un effectif que j'ai trouvé qui s'est vraiment épaissi cette année. Et pour moi, ça peut être la grande surprise cette année de voir un Bayonne Oh, qui ce serait finit beau. peut-être dans le top 4. Ça serait beau. Bayonne, on le rappelle, actuel 3e au classement, même nombre de points que La Rochelle. Ouais. En effet, les Bayonnais qu'on n'attendait pas forcément à fond cette saison, gros début de saison, donc on a envie d'y croire. Je sais plus ce que je disais. Merci les gars d'avoir répondu présent à l'appel du Rugby Show. C'était l'épisode numéro 63. C'était en effet bouillant, très chaud pour nos oreilles. On vous donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Rugby Show puisque Thomas est en Égypte et sachez que c'est lui qui fait les montages du Rugby Show toutes les semaines. Donc, Inch'Allah, comme on dit. On vous donne peut-être rendez-vous la semaine d'après. En tout cas, on vous embrasse très fort. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, n'oubliez jamais, quoi, le Rugby Show, c'est chaud. Hein. Ah, gros, c'est trop chaud. C'est Oh, bien! Oh, il va être chaud, gros. Me dis pas qu'il n'y a pas d'intérêt, gros.